Quelles sont les probabilités qu'une récession arrive en 2024 ou en 2025 qui ferait énormément crasher les marchés? Eh bien, je vais vous dire le pourcentage de probabilité qu'il y a que ce crash arrive, quand il pourrait arriver, et je vais vous dire exactement les 7 éléments qui me laissent penser qu'il est possible, il est probable qu'une récession arrive soit fin 2024, soit en 2025. On va préciser les dates dans cette vidéo parce qu'en fait, toutes les planètes sont alignées pour qu'il y ait un magnifique marché haussier 2024-25, mais il manque quand même une planète, c'est cette potentielle récession qui nous pend au bout du nez. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont nous dire mais Jonathan, arrête, il ne peut pas avoir de récession lors d'une élection américaine qui va avoir lieu en novembre 2024. Eh bien c'est faux, je vais vous prouver que sur les, il me semble, 4 ou 5 dernières élections, sur 4 d'entre elles, eh bien il y a eu une récession. Donc c'est souvent l'année de l'élection ou l'année qui suit l'élection qu'il y a une récession. Alors il faut faire attention et là, tout porte à croire qu'il va avoir une récession soit en 2024, soit en 2025. Donc écoutez bien cette vidéo parce que ça serait dommage de vous faire plumer avec tous les gains que vous avez déjà fait ou que vous êtes en train de faire dans les cryptos ou tout autre marché financier. Et je vais vous donner un actif dans lequel investir pour éviter soit équilibrer son portefeuille, soit éviter de se faire plumer et potentiellement même gagner. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir dans 5 crypto-monnaies à fort potentiel et investir dans les règles de l'art si vous souhaitez vous lancer, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour y accéder et je vous enverrai ceci gratuitement. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, parlons de cette fameuse élection présidentielle qui aura lieu fin 2024, car beaucoup de personnes disent qu'il ne peut pas avoir de récession durant l'année de l'élection, puisque ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de récession, ou décaler cette récession à plus tard pour que le président actuel soit réélu pour dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Eh bien, on va voir si cet argument est correct ou pas. On voit qu'il y a eu une élection en 2000, en 2004, en 2008, en 2012, en 2016 et en 2020. Et donc du coup, pour ces élections récentes, on ne va pas faire toutes parce que sinon on n'est pas arrivé, on va regarder s'il y a eu une récession l'année de l'élection, voire l'année suivante. Alors, commençons par 2000. Il y a eu l'élection de Bush. Est-ce qu'il y a eu une récession en année 2000? Eh bien, vous pouvez voir que ce n'est pas forcément en 2000, mais c'est début 2001 qu'il y a eu une récession. D'accord? Donc l'année suivante de l'élection. 2004, il n'y a pas eu de récession. On voit qu'il y a une récession en 2008. Vous voyez que Obama a été élu en 2008. Après, il n'y a pas eu de récession en 2012 et en 2016, comme vous pouvez le voir. Il y en a eu une, par contre, en 2020, avec le Covid. Et il y a eu l'élection de Biden en 2020. Donc, vous voyez, sur toutes ces récessions, sur toutes ces élections, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a eu 1, 2, 3 récessions. L'année ou l'année suivante de l'élection. Ça ne veut rien dire qu'il y a une élection en 2024. Il pourrait très bien avoir une récession en 2024 ou en 2025. En fait, il y a 50% de chances que ça arrive ou pas. Donc, il ne faut pas croire que c'est forcément un critère qu'il y ait une élection. Il pourrait avoir une récession quand même. Voyons désormais la hausse et la baisse des taux directeurs aux États-Unis. Puisque vous le savez, les États-Unis, à l'heure actuelle, c'est un peu le baromètre économique du monde entier. Si les États-Unis sont en récession, ça veut dire que d'ailleurs plein d'autres petits pays avant sont tombés en récession, ce qui est le cas. Et si les États-Unis tombent en récession, eh bien là, c'est un gros domino qui peut faire cracher les marchés. D'ailleurs, c'est ce que j'évoque à l'instant. On peut voir que l'Allemagne est tombée en récession il y a de ça peu de temps, mais aussi le Japon est rentré en récession. Et il y a plein de pays comme ça qui sont rentrés en récession et généralement, c'est les plus petits qui tombent en récession dans un premier temps et ensuite les gros. Et vous le savez, les banques centrales du monde entier baissent
et augmentent les taux en fonction de l'inflation. S'il y a trop d'inflation, ils augmentent les taux pour ralentir l'économie, créer du chômage, etc. Et quand, eh bien, ceci a permis de réduire l'activité, réduire la croissance, et que du coup, ça a créé une baisse de l'inflation, eh bien, à ce moment-là, ils vont réduire les taux. Mais vous pouvez voir que le fait d'augmenter ces taux pendant un certain temps et de fragiliser un peu l'économie dans le but de réduire l'inflation, eh bien, généralement, quelques mois après le pivot de la Fed, il y a une récession. C'est ce qu'on peut voir ici en grisé. Donc en bleu, vous pouvez voir la hausse et la baisse des taux d'intérêt directeurs au niveau de la Réserve fédérale américaine. Et en grisé derrière, vous pouvez voir là où il y a eu des récessions. Donc généralement, vous voyez, il y a une hausse des taux, il y a un pivot, c'est-à-dire que la Fed baisse les taux. Et quelques mois après, il y a une récession. Il y a une hausse des taux, il y a un pivot, donc elle baisse les taux. Et après, il y a une récession, ici en gris. Il y a une hausse des taux, il y a un pivot, donc une baisse des taux. Et quelques mois après, il y a une récession. Pareil ici lors du Covid. Et pour l'instant, on est toujours sur un maintien des taux. Pour l'instant, on n'a pas eu une baisse de taux. Et c'est généralement après la baisse de taux, donc après ce fameux pivot, quelques mois après, qu'il y a une récession. Donc ça veut dire que la récession ne va pas arriver maintenant. Elle pourrait arriver en fonction du moment où il y aura ce fameux pivot, mais elle pourrait arriver plutôt fin 2024, voire 2025. Ensuite, regardons un autre indicateur, c'est le chômage, le taux de chômage aux États-Unis. Parce que généralement, quand le taux de chômage augmente, ça veut dire que justement, les entreprises ont du mal, les entreprises ont moins de croissance. Donc, ils sont obligés de licencier. Et d'autres entreprises ne recherchent pas de salariés parce qu'elles aussi, elles ne sont pas dans la croissance et donc elles n'ont pas envie d'embaucher d'autres employés. Et généralement, quand le taux de chômage commence à augmenter, eh bien, il s'envole et vous voyez que la récession ici en gris arrive. Vous voyez, le taux de chômage augmente, la récession ici en gris. Et à chaque fois, c'est ça, vous voyez, le taux de chômage baisse, il commence à augmenter, la récession arrive. Il commence à augmenter, la récession arrive. Il commence à augmenter, la récession arrive. Bon, ici, au Covid, c'est pas très représentatif. Mais là, vous voyez, on n'arrive pas à le voir. Mais il commence à augmenter. On est dans cette zone-là, en fait. Vous voyez, ce n'est pas aussi visible pour l'instant, c'est pour ça qu'on est au tout début, la récession ne va pas arriver maintenant tout de suite, ça va prendre quelques trimestres sûrement. Mais vous voyez, si on zoome énormément, regardez, on voit que ça commence à monter, c'est très faible pour l'instant. Mais il y a quelques signaux qui arrivent. Mais c'est un début de hausse et généralement quand il y a eu un début de hausse, ça s'est accéléré. Donc ça, c'est pas un super bon signe, surtout qu'il y a d'autres indicateurs comme celui-ci. Comme c'est noté ici, les entreprises continuent de réduire les heures de travail de leurs travailleurs. Donc c'est-à-dire qu'ils veulent qu'ils travaillent moins, sûrement pour réduire leurs coûts, parce que peut-être qu'ils n'ont pas trop de croissance. En plus de réduire les effectifs de certains de leurs employés, donc c'est-à-dire qu'ils font des licenciements en plus. C'est noté ici, c'est un autre signe solide d'une récession de l'emploi aux États-Unis. Si cette fois-ci c'est différent, ça serait la première fois. Et ensuite, on a le taux de chômage que je vous indiquais ici. Il nous partage, c'est encore très bas, à seulement 3,9% de taux de chômage. Cependant, ce n'est pas le niveau qui compte, mais le changement de direction. Vous voyez, on est passé d'un plat à une belle augmentation. Et la durée pendant laquelle ce changement est maintenu. Donc on peut voir qu'il y a rarement des hausses comme ça. Soit c'est des toutes petites hausses insignifiantes, soit c'est des chocs énormes de taux de chômage. Donc là, j'ai l'impression qu'on est au tout début de quelque chose. Ensuite, on a le prix de vente médian des maisons qui a connu la plus forte baisse annuelle de l'histoire en 2023, c'est-à-dire une chute de 12,8%. Il s'agit de ce fait d'un indicateur avancé lorsque les États-Unis entrent en récession comme en 2019, 2018, 2000, 1991 et 1982. On peut le voir ici, quand on arrive en dessous du niveau 0, eh bien il y a une récession comme on peut le voir ici en gris à chaque fois et là nous sommes très bas. On peut le voir aussi à ces niveaux-là, vous voyez quand le prix de l'immobilier chute, tac, on a une récession ici en gris à chaque fois. Donc là, on a une chute énorme et donc logiquement, la récession devrait arriver dans les trimestres à venir. On peut voir aussi les obligations à 10 ans
comparé aux obligations à 2 ans, vous voyez qu'à chaque fois qu'on est en dessous et qu'on commence à remonter, on a une récession après. On est en dessous et on commence à remonter, on a une récession après. On est en dessous, on commence à remonter, on a une récession après. Ah là, pareil, on est en dessous et on commence tranquillement à remonter. Donc c'est pas pour tout de suite, mais on y arrive. Voici un graphique très intéressant qui nous montre la probabilité d'une récession en 2024 est à des niveaux observés seulement 2 fois depuis 1960. Regardez sur les niveaux sur lesquels nous sommes. Et généralement, on a un pic comme ça. Et quand ça commence à baisser, on a une récession après. Vous voyez, on a un pic, ça commence à baisser, on a une récession après. Bah là, on a fait le pic et ça commence à baisser. Et à chaque fois, ça s'est soldé par de graves récessions économiques. Cette fois-ci n'est pas différente selon cet analyste. Ensuite, j'aime bien regarder le cours du Brent, du pétrole. Parce que, en fait, si le pétrole monte trop, c'est-à-dire au-dessus des 85 $, eh bien, c'est pas bon signe du tout. Parce que s'il monte trop, ça veut dire que l'inflation va monter aussi. Si l'inflation continue de monter ou ne chute pas, eh bien, ça veut dire qu'ils vont laisser les taux hauts. Donc, soit stabiliser la hausse, soit augmenter encore. Donc, ça va fragiliser encore plus l'économie. Donc, l'idée d'un soft landing, un atterrissage en douceur, est encore plus éloignée. Donc là, vous voyez qu'on est en train de repasser en dessous des 85 $. Donc ça, c'est pas bon signe du tout. La zone rouge, c'est celle que j'ai dessinée ici. On a un autre indicateur qui nous laisse penser que ça va mal, malgré ce que les marchés financiers nous laissent croire sur le marché des cryptos et même le S&P 500. On voit que tout monte, mais l'or, c'est l'actif qui nous montre quand tout va mal. En fait, quand ça va mal, malgré les apparences, eh bien l'or monte. Et vous voyez, l'or, il vient tout juste de faire un plus haut historique. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose dans la machine qui va mal. Et ça veut dire que les investisseurs ne croient pas trop en la hausse des marchés financiers actuels et achètent de l'or pour se protéger. C'est pour ça que je pense qu'il faut garder de l'or dans son patrimoine parce que si il y a une récession, tous les marchés vont cracher, dont les cryptos, logiquement. Et l'or va exploser à la hausse. Surtout qu'elle est au tout début d'un nouveau cycle haussier. Regardez. Donc normalement, dans les mois, trimestres et années à venir, l'or va exploser. Et surtout s'il y a une récession. D'ailleurs, on peut le voir sur ce graphique hyper intéressant. À chaque fois que le S&P 500 a chuté, l'or a monté. Vous voyez ? Ici, récession de 1973. Le S&P 500 a chuté, l'or a explosé de 87%. Et en fait, l'or et le S&P 500 généralement font l'inverse. Donc vous voyez, là pareil, le S&P 500 a chuté, l'or a monté. Le S&P 500 a chuté, l'or a pris 16% lors de la récession de 2007-2008. Le S&P 500 a chuté en 2020, l'or a monté. Et vous voyez, en 2022, le S&P 500 a perdu presque 20% et l'or a perdu seulement 2%. Donc vous voyez que c'est super intéressant d'avoir de l'or dans son portefeuille pour soit limiter la casse, soit prévenir les risques, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de récession, on ne sait pas, soit potentiellement même gagner de l'argent lors d'une récession. Ou éviter la casse si tout le reste de son portefeuille crash, si on a des cryptos ou des actions par exemple. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, partagez-la si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Et pour rappel, si vous souhaitez une formation offerte dans laquelle je vous partage mes stratégies d'investissement pour investir de manière sérieuse avec un maximum de sécurité et de rentabilité, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Et j'espère vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!